Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie-Odile pour cette introduction. Donc, en effet, je vais vous amener dans un milieu un peu différent, la forêt tropicale, à la poursuite des chimpanzés, plus particulièrement en Ouganda, en Afrique. Avant toute chose, un bref rappel, les chimpanzés sont une des 6 espèces de grands singes qui subsistent aujourd'hui sur notre planète, avec les bonobos, 2 espèces de gorilles et 2 espèces d'orang-outans. Tous vivent en forêt tropicale, et ça c'est un point essentiel pour ce soir, puisque en fait ils ont à disponibilité des ressources alimentaires et éventuellement médicinales qui sont très larges. Donc je vais vous parler de la santé des chimpanzés et de leur adaptation à ce milieu, et c'est cette incroyable flexibilité comportementale que je vais essayer de vous faire découvrir. Donc les chimpanzés, parmi les grands singes, sont nos plus proches parents. Nous partageons avec eux certains traits anatomiques et physiologiques et bien sûr, du coup, une sensibilité à certaines espèces pathogènes, à certains microbes. Et notre histoire évolutive fait état de cette parenté. En plus de cette proximité phylogénétique, on peut aussi observer des comportements tout à fait particuliers. Et aujourd'hui, les éthologues, les primatologues et même les philosophes sont d'accord pour dire qu'on remet en cause certains des éléments qui étaient avant le propre de l'homme grâce à l'observation des chimpanzés. Depuis environ 60 ans, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables non seulement d'utiliser, mais aussi de façonner des outils. Vous voyez ici une femelle en train d'extraire du miel grâce à une baguette, et que ces comportements ne sont pas uniquement à destination de se procurer de l'alimentation. On en observe aussi certains qui sont assez mystérieux, comme le fait de dépouiller des feuilles pour attirer l'attention des congénères, ou encore le fait de se tenir la main au-dessus de la tête pour s'épouiller sous les bras. Ces comportements ont quelque chose de tout à fait particulier puisqu'ils ne sont ni liés à la génétique ni à l'environnement et ils ne sont pas pratiqués par tous les groupes sociaux. C'est pour ça qu'on les appelle culturels. Un autre comportement assez mystérieux, c'est la danse de la pluie que les grands mâles adultes font quand l'orage s'abat sur la forêt tropicale. Et ça, on n'a pas encore élucidé la raison de cette manifestation. Parmi les comportements alimentaires qu'on a observés, certains ont vraiment semblé étranges aux chercheurs qui les étudiaient. Pourquoi ? Parce que certaines feuilles sont consommées entières. Vous voyez ici, j'ai récupéré une crotte dans la forêt, issue d'un chimpanzé, et dans cette crotte, on retrouve des feuilles qui sont non mastiquées et pour lesquelles, a priori, le chimpanzé n'a pu tirer aucun bénéfice calorique. Donc les chercheurs se sont dit, a priori, ce n'est pas un comportement alimentaire, c'est probablement autre chose. En fait, les chimpanzés descendent de leur nid, qu'ils construisent tous les soirs, le matin, à jeun, et donc alors qu'ils n'ont rien consommé d'autre, avec leur estomac vide, ils vont ingérer tout doucement, ingurgiter, sans les mastiquer, ces feuilles. Un chimpanzé qui a faim, quand il se réveille et qu'il ne pratique pas ce comportement, il arrache vraiment des poignées de feuilles et il met des grosses quantités dans sa bouche. Là, c'est vraiment un comportement très, très particulier, lent, avec une ingurgitation comme ça. Les feuilles sont avalées tout rond, d'une trentaine de feuilles. Et on s'est très vite rendu compte, en fait, quand ce comportement a été découvert, que les feuilles étaient hérissées de petits poils et qu'elles arrachaient sur leur passage des parasites digestifs, donc attrapés dans ces boules de feuilles qui abrasent le tube digestif. Donc, fort de ces observations, on s'est intéressé, et moi tout particulièrement, donc, à cette capacité potentielle d'automédication, mais cette fois-ci associée aux propriétés chimiques des plantes, puisque là, il s'agissait de propriétés physiques qui étaient utilisées par les chimpanzés pour enlever les parasites digestifs. Et pour ce faire, donc, j'ai suivi, depuis une quinzaine d'années, un groupe d'une 50aine de chimpanzés en Ouganda, à la frontière avec la République démocratique du Congo, dans un parc qui s'appelle Kibale National Park, que vous voyez représenté ici, qui couvre 800 km². Et j'ai essayé de
de mieux explorer les relations entre les chimpanzés, les plantes et les agents pathogènes que sont entre autres les parasites, dont les parasites digestifs, mais aussi des parasites systémiques, donc qui se trouvent dans le sang des animaux. L'idée était de faire la part entre ce qui était alimentation de ce qui était santé, lorsque les chimpanzés ingéraient des plantes, et ensuite de faire des tests pour voir quelles étaient leurs activités biologiques. Est-ce que ces plantes étaient capables de limiter la prolifération de certains microbes? Alors, les premiers résultats qui nous ont qui nous ont étonnés sont ceux relatifs au paludisme, sur la question de la santé. En effet, en réussissant à avoir quelques gouttes de sang à partir des chimpanzés sauvages, donc en fait on ne peut pas les approcher, on ne peut pas les toucher, on reste au maximum à 5 mètres de distance, on ne peut pas aller plus près que ces 5 mètres de distance, on a réussi à découvrir 2 nouvelles espèces de plasmodium, très proches de celles de Plasmodium falciparum, donc celles qui touchent l'humain. Chaque chimpanzé pouvait avoir plusieurs espèces dans son flux sanguin, donc ça pouvait être jusqu'à 4 espèces différentes. Par ailleurs, le nombre de parasites par volume sanguin était relativement faible et tous les individus échantillonnés étaient porteurs de cet agent du paludisme. Et malgré tout, les symptômes du paludisme étaient peu présents. On n'observait pratiquement jamais de chimpanzés très abattus, même si ces parasites étaient présents. Donc on s'est interrogé sur l'existence de stratégies complémentaires qui pourraient limiter soit les symptômes, soit directement la prolifération des parasites dans le flux sanguin. Et une des hypothèses était qu'il pourrait éviter les endroits où il risquait d'être piqué par les anophèles, donc les moustiques qui transmettent le paludisme. On a vérifié ça. En fait, les nids sont construits dans des zones d'altitude, loin des marécages, et ces zones-là sont beaucoup moins riches en moustiques que les endroits où ils se nourrissent dans la journée. La deuxième hypothèse était que peut-être ils utilisaient des plantes pour améliorer ou restaurer leur santé. Donc ces métabolites secondaires, je vous rappelle, sont des molécules qui sont utilisées par les plantes pour leur vie de relation avec les autres organismes. Elles ne participent pas au développement, la croissance et à la nutrition de la plante, et elles sont généralement utilisées comme moyen de défense contre les prédateurs des plantes, que sont les insectes ou les herbivores, avec un goût très désagréable, qui généralement avertit l'animal qu'il est dangereux d'en consommer des grosses quantités. Donc et c'est d'ailleurs ces molécules qui sont utilisées en tant que médicaments. C'est à partir des plantes qu'une grande partie des médicaments de la pharmacopée actuelle et traditionnelle sont extraits. Donc pour notre travail, on a observé le comportement des chimpanzés, récolté les plantes afin d'isoler les molécules. Donc une partie du travail est faite en France, l'autre partie, la plus grosse, en Ouganda, de façon à ce que, si bénéfice économique il y a, les brevets puissent être partagés entre nos 2 pays, mais principalement au bénéfice de l'Ouganda. Une première observation a permis, par le suivi d'une chimpanzé malade, de mettre à jour des molécules à activité vermifuge qui étaient aussi utilisées par les populations traditionnelles pour les mêmes maux digestifs que le chimpanzé que je suivais. Et puis, suite à l'observation d'un chimpanzé abattu qui n'a pratiquement mangé rien d'autre que les feuilles d'une plante qui s'appelle Trichilia rubescens, j'ai récolté ces feuilles, j'ai pratiqué une extraction, j'ai ensuite isolé les molécules et testé ces molécules sur différentes cibles, différents microbes, et parmi ces cibles-là se trouvait Plasmodium falciparum, donc l'agent du paludisme qui tue un enfant toutes les 30 secondes en Afrique aujourd'hui. Ces 2 molécules nouvelles mises à jour se sont révélées être aussi actives que l'agent de référence pour traiter le paludisme aujourd'hui. Donc ces observations sont intéressantes non seulement parce qu'elles nous permettent de guider notre recherche vers des molécules nouvelles qui sont dans la forêt tropicale et qui représentent des ressources importantes. En termes d'évolution, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant puisqu'on peut mieux comprendre comment la médecine est éventuellement venue aux humains,
puisque si les chimpanzés ont apporté une grande biodiversité dans la forêt tropicale, malgré tout, ils ne pratiquent aucune transformation, aucune cuisson, et donc ce sont des ressources brutes. Et la différence de notre espèce, c'est que ces aliments sont transformés, cuits, et donc une partie des molécules dont disposent les chimpanzés sont détruites ou en tout cas modifiées par la cuisson des aliments. Et donc, en observant les chimpanzés, l'objectif est d'essayer de faire la part entre l'alimentation et d'éventuels comportements d'automédication, en observant à la fois la fréquence et la quantité des plantes consommées, et puis en regardant le comportement du consommateur. Si la quantité consommée est importante et fréquente, a priori la plante ne contient pas de molécules très toxiques, surtout si elle est consommée par l'ensemble du groupe. Si au contraire il y a une très rare consommation, voire pratiquement jamais de consommation de cette plante, il est très probable qu'elle soit toxique, et si on observe des chimpanzés, c'est peut-être un essai, voire une erreur, qu'ils pratiquent en consommant cette plante. Entre les deux, on peut observer des comportements soit peu fréquents, soit réguliers, et à ce moment-là, on peut imaginer que seulement dans certains cas, quand les symptômes sont vraiment ressentis par le chimpanzé, il aille sélectionner une plante, comme c'est le cas pour les feuilles rugueuses. Dans d'autres cas, si les consommations de plantes sont régulières, relativement fréquentes, dans des quantités relativement importantes, peut-être que cette fois-ci, c'est plutôt un comportement prophylactif, préventif. Le temps est terminé et je voulais simplement vous mentionner qu'un des enjeux importants aujourd'hui est de comprendre comment les chimpanzés vont s'adapter aux changements brutaux qu'on leur fait subir, et si sur le temps long de l'évolution, ils ont réussi éventuellement à sélectionner des plantes pour se garder en bonne santé, que se passera-t-il si petit à petit leur forêt disparaît ?